Mesdames, Messieurs, la Carthage phénicienne, la Carthage romaine, la Carthage méditerranéenne, la Tunisie contemporaine souhaitent la bienvenue à ses riverains, l'Algérie, la France, la Libye et le Maroc. Je remercie vivement le professeur Martin Schlamberger qui a bien voulu accepter notre invitation pour participer à notre symposium et un merci chaleureux à tous nos intervenants. Le docteur Fanta, docteur Mouaz Ben Ali, docteur Rabia Amissiel, le professeur Mohamed Fawzi Ben Slimane, professeur Saïd Gritli, professeur Hedia Slimane, docteur Dora Ben Salem, le professeur Fawzi Khalel, le professeur Hamoud Aboussen, le professeur Asma Kerboa, le docteur Mahdi Afrit et le professeur Emna Mnif. Nous regrettons l'absence du docteur Christelle de la Fouchardier, à qui nous souhaitons un bon rétablissement. Un remerciement au professeur Jean-Luc Tolazan, attaché de la coopération scientifique et universitaire de l'ambassade de France à Tunis. Au professeur Nabil Ben Salah, représentant du ministère de la Santé, à monsieur Ahmed Ounaïs, au professeur Saïd Messiri, normalement il devait être là, c'est à Morchedli aussi, le professeur Morchedli, à monsieur André Abitbol, à monsieur Sylvain Monteleoni, au représentant des droits de l'homme à Tunis, monsieur Mohamed Salah El-Khliji, et à tous les membres d'honneur et les membres du comité scientifique de l'association des malades du cancer AMC, qui nous soutiennent dans nos actions, sans oublier tous ceux qui suivent notre démarche pour le bien-être de nos malades, en espérant que ces rencontres franco-maghrébines de médecine nucléaire et du cancer de la thyroïde ouvriront humblement d'autres horizons et souhaitant qu'elles consolideront nos liens d'amitié ancestraux. Dans l'espoir de n'avoir oublié aucun nom, si ceci est advenu, veuillez m'excuser. Je vous souhaite, mesdames et messieurs, un bon symposium. Merci. Et je donne la parole à Dr Fanta. Merci, madame. Monsieur le professeur, mesdames, messieurs, je suis un intrus, puisque au fond, ce dont je veux vous parler, il n'a rien à voir avec la médecine. Mais en réalité, tout à l'heure, je disais à mon ami est-ce qu'au fond, les humanités sont à la base de toute réflexion et de toute recherche scientifique. Aujourd'hui, on m'a demandé bien sûr d'être bref, parce que votre temps est beaucoup plus précieux, et on m'a demandé de vous présenter, disons, 30 siècles en 30 minutes. Je crois que c'est une performance, par conséquent, je vais aller assez rapidement. Devant vous, vous avez un monument extrêmement important, puisqu'il remonte à 40 000 avant Jésus-Christ, d'après des chronologies fondées sur le carbone 14. Et c'est ce qu'on appelle le rayon d'El Guettar. El Guettar, c'est une ville qui se trouve, un petit bourg, qui se trouve dans la région de Gassa. Et on a trouvé cette statue de pierre qui remonte à 40 000 et qui est une des plus anciennes expressions religieuses de l'humanité. Parce que ce monument a été trouvé autour d'une source
qu'a été érigé, ce monument a été érigé près de la source pour, au fond, attirer la sympathie de l'invisible, de la puissance invisible à continuer à donner l'eau. Donc voilà comment on a aussi démontré d'une façon concrète que la religion fait partie de l'argile humaine. Il n'y a pas d'homme sans religion, quoi qu'il dise ou quoi qu'il croit. Alors, ensuite, ça va commencer la grande épopée de l'histoire tunisienne et du Maghreb d'une façon générale. Voici un monument, l'Algérie, vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le Médrasen. Et c'est le même, si vous voulez, c'est une variation sur le thème de ce que vous voyez. Ça remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un roi berbère, numide, qui a fait ériger ce mausolée merveilleux, puisque l'image n'est pas très claire, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il y a, si vous voulez, une sorte de synthèse de culture méditerranéenne, base libyque, donc berbère, avec des influences grecques et des influences puniques, qui sont surtout dans la parure architecturale, avec les colonnes, les chapiteaux, les bas, etc. Donc il y a, si vous voulez, une sorte de synthèse des éléments culturels différents avec lesquels on a fait un monument aussi prestigieux et que certainement beaucoup de Maghrébins ne connaissent pas, alors qu'il est chez eux, c'est leur patrimoine. Suivante. Voici alors maintenant, ça pose le problème des origines. À ces bâtisseurs de Basina sont venus se joindre les constructeurs de mégalithes, qui sont venus certainement du nord, du côté de l'Europe, à travers la Méditerranée. Et la suivante, ensuite, ils sont venus ceux qui vivent dans les grottes, voyez-vous. Puis ensuite sont venus ceux qui le mot Afrique vient d'un mot, d'une racine berbère qui signifie la grotte, Ifr, en berbère, en kabyle aussi, aujourd'hui, Ifr signifie, d'ailleurs on ne dit pas Africa, c'était Afri, Zifri, parce que le cas, c'est un suffixe latin qui a été ajouté par les Romains pour faire le mot dans un moule latin. Alors, ensemble, ils ont vécu ensemble, et on a trouvé dans les fouilles des basinas, des mégalithes et les hawanettes, qu'on appelle les hawanettes, ensemble. C'est-à-dire qu'ils se sont juxtaposés, ils ont fini par faire cette synthèse de la population maghrébine qui est déjà multiple depuis la préhistoire. La suivante. Alors, nous arrivons, si vous voulez, avec la fin de la proto-histoire, nous arrivons à l'histoire avec l'arrivée des Phéniciens. Les Phéniciens, j'ai juste cette image qui n'est pas très expressive, qui est d'Utique, parce que la première fondation en Afrique du Nord, pas en Afrique du Nord, en Tunisie, parce qu'en Afrique du Nord, la première, elle est déjà à Lixus, au Maroc. Tandis que là, c'est Utique. Utique, c'est 1101 avant Jésus-Christ. Ces datations sont toujours fondées sur des analyses du carbone, fondées sur le carbone 14. Et Utique, la plus ancienne ville, ça aussi c'est Utique, une mauvaise image, malheureusement, je n'ai pas d'autre. Et ces Phéniciens vont introduire toutes les expériences culturelles de la Méditerranée orientale, c'est-à-dire de Mésopotamie, c'est-à-dire sans doute du Yémen, et bien sûr de la Syrie, du Cananéen, la Palestine, tout ça, les Phéniciens, sur leur cargo, ils vont apporter tout ça et l'injecter au Maghreb. Et ils ont fait introduire, bien entendu, cette nouvelle civilisation phénicienne qui va devenir punique. Pourquoi elle devient punique? Parce que il va y avoir un mélange ethno-culturel, une osmose ethno-culturelle entre l'élément autochtone et l'élément phénicien. Ils ont fait cette punique qui ne sont ni les uns ni les autres. C'est une civilisation différente. Voici le port de Carthage, et avec Carthage, bien entendu, c'est le rayonnement en Méditerranée. Vous savez que Carthage, on a dit, Carthage est un navire à l'ancre. Il est prêt à appareiller pour n'importe quelle direction, à n'importe quel moment. Voici ce qui reste de ce fameux port de Carthage à deux bassins.
un bassin, un port militaire inaccessible aux profanes et un port, disons, marchand, accessible bien entendu, qui a joué extrêmement un rôle important. Et alors, quand je dis les Phéniciens et Carthage, pour la Méditerranée occidentale, c'est l'introduction de l'alphabet, l'écriture alphabétique. Quelque chose d'extraordinaire. Avec 22 signes, vous pouvez écrire n'importe quoi. Et tous les alphabets du monde sont d'une façon ou d'une autre inspirés par cette géniale invention sans laquelle nous n'aurons pas atteint ce niveau de la science et de la recherche. Et on n'apprécie pas à sa juste valeur, mais l'alphabet, alpha, bêta, gamma, c'est alif, ba, jim. Donc même le classement reflète, dénonce cette origine phénicienne, et d'ailleurs Hérodote et bien d'autres le disent très bien, disent nous devons aux Phéniciens les lettres et le savoir de l'Orient. L'Orient parce que quand les Phéniciens, Europe elle-même, c'est une princesse phénicienne qui a été enlevée par Zeus, image de ce mariage ethno-culturel entre la Grèce et l'Orient qui a donné cette floraison de ce qu'on appelle la civilisation méditerranéenne. Voici une reconstitution de ce port militaire. On entre au port marchand, le bassin rectangulaire, puis ensuite, à l'intérieur, sous cette sorte de coupole, il y a le port militaire qui était disons, camouflé. Le profane n'était pas accessible à n'importe quoi, à n'importe qui. Il y a juste disons, l'amiral qui, au-dessus du coupole, regardait un peu dans la mer. Et il y avait d'ailleurs, pour la navigation la nuit, il y avait du côté de Boukornine, le Baal Karnaïm, il y avait un sémaphore qui permettait aux Phéniciens de circuler dans le golfe de Tunis. Et d'ailleurs, la ville s'appelait Naro. Naro, c'est Nera, qui signifie le phare, ou le sémaphore. Nous, ça vient de nous, Na, etc. C'est le même, parce que la langue de Carthage était une langue très voisine de la langue arabe. Et le jour où les Tunisiens, par exemple, ou les Maghrébins, se mettront à étudier ces langues sémitiques comme le punique, comme l'hébreu, ce sera pour l'arabe quelque chose, un progrès immense, absolument insoupçonnable par nous maintenant. Suivant, s'il vous plaît. Voici donc ceux qui vont visiter Carthage vont trouver ce quartier de Bissa qui a été découvert par une équipe française dans le cadre de la journée, dans le cadre de la campagne internationale pour la sauvegarde de Carthage. Et c'est une maison de type, vous voyez, la maison punique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la maison arabe. En fait, elle n'a rien à voir avec les Arabes. C'est la maison à cour intérieure, si vous voulez, à patio, et les pièces qui s'articulent autour de la cour et puisent lumière et air de cette cour découverte. C'est une introduite, inventée depuis très longtemps. Il y a un peuple qu'on ignore beaucoup, une civilisation qu'on ignore souvent, c'est la Mésopotamie. Sans la Mésopotamie, on ne comprend rien dans l'histoire de la Méditerranée. Car, comme on dirait, sans Gilgamesh, le héros babylonien, assyro-acadien ou assyro-babylonien, Gilgamesh, il n'y aurait pas eu Héraclès. Héraclès, la légende d'Héraclès, est déjà dans la légende ou le mythe de Gilgamesh. Vous voyez comment ces sources de ce monde méditerranéen qui est malheureusement sans doute dû aussi au colonialisme, hellénocentriste. Tout vient du grec, de la Grèce, alors qu'en réalité, c'est faux. Même la République, nous avons tous, les uns et les autres, et encore on continue de dire que lorsqu'on parle de la République, on pense à Athènes, Périclès. Alors qu'en réalité, lorsque Athènes était un petit village, Carthage était une grande métropole méditerranéenne, et elle avait certainement, en tout cas moi j'ai la conviction, et pas seulement par sympathie, mais que la première république du monde, c'est la République carthaginoise. Avec évidemment Aristote, quand il est arrivé au IVe siècle, il a fait un grand chapitre sur la constitution de Carthage, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, la séparation, chacun son rôle, tout se faisait selon la loi. Il dit, chose exceptionnelle, chez les Carthaginois,
tout se faisait conformément à la loi. Kata nomon. Kata, conformément, nomon, c'est la loi. Kata nomon. Et bien entendu, nous n'avons que des bribes. Seulement, l'historien et l'archéologue a le devoir de retrouver la grandeur à partir de la petitesse. Le moindre indice peut être, si vous voulez, quelque chose qui révèle quelque chose. Il faut un peu, bien entendu, il ne s'agit pas de l'imaginaire, il s'agit d'appuyer une argumentation. Vous savez, au point de vue méthodologique, rien ne sépare un littéraire d'un scientifique, disons, en mathématiques ou en géométrie. Parce que tout, on parle de quelque chose, d'un dossier, on examine le dossier ou la matière, et on essaie de disséquer, de comprendre le mécanisme. C'est la même démarche. Et évidemment, lorsqu'il n'y a pas cette... Car les humanités, c'est ce qu'on appelle, correspond un peu, à mon avis, au fertilisant pour la terre. Une terre qui n'a pas reçu le fertilisant nécessaire ne peut pas recevoir les meilleurs plants. Les meilleures boutures ne poussent pas, ne prennent pas racine quand ils trouvent une terre non travaillée. Par conséquent, il faut d'abord travailler la terre et chercher les plantes. Donc, on peut, là c'est un problème philosophique et puis vécu, parce que la philosophie c'est du vécu, la modernisation et la modernité. On peut acheter la modernisation, mais la modernité, on ne l'achète pas. C'est une conquête, une longue conquête, difficile, parce qu'elle se réfère à la réflexion, à la pensée. Alors ici, vous avez, laissez-moi la photo précédente, s'il vous plaît, parce qu'ici, vous avez au Gabon, nous avons en Tunisie, nous avons l'avantage, et nous sommes très heureux, d'avoir la ville phénicienne punique la mieux conservée du monde. Parce qu'en Phénicie, il ne reste plus rien, car là, on va pouvoir étudier à la fois le monde des hommes, les besoins de la vie quotidienne, comment ils se comportent, le monde des dieux, avec le temple et tout ça, les croyances, et puis le monde des morts. Donc là nous avons, vous savez, pour toute civilisation, les trois grands chapitres sont toujours là. Les hommes, les dieux et les morts. Et là, vous pouvez être sûr que vous avez fait votre travail comme il se doit. Ici, vous avez alors là, des informations extraordinaires sur l'architecture, sur les matériaux de construction, sur la décoration architecturale, sur la manière d'aménager l'espace. Bref, tout ce qu'il faut. Et on a, disons, l'aménagement de la ville orthogonale, l'urbanisme orthogonal, où les rues se coupent en angle droit. Souvent, nous avons tous appris que c'est Hippodamos de Milet qui a inventé la ville orthogonale. Alors qu'en réalité, déjà 2000 ans avant Jésus-Christ, en Pakistan maintenant, Mohenjo-Daro, la ville de Mohenjo-Daro est orthogonale. Et en Mésopotamie, au IIIe siècle, au IIe siècle, les fouilleurs français, en particulier André Parot, qui a travaillé à Our, à Mari, et puis d'autres qui ont travaillé à Our et à Oulouk, en Irak actuellement, ils ont découvert que la ville était déjà orthogonale. Et seulement, à un moment donné, on a hellénisé tout, on s'arrête en cours de route. Hippodamos de Milet a certainement enrichi ce plan, cet urbanisme orthogonal, mais il n'en est pas l'inventeur. L'invention, tout vient de l'Est. Lux ex oriente. La lumière vient de l'Est. C'était comme ça en Mésopotamie. Et malheureusement, dans nos sociétés, notamment au Maghreb, nous ignorons totalement les grandes richesses de cet Orient ancien qui a beaucoup donné. On s'accroche simplement à un islam archaïsant. Alors qu'en réalité, nous n'avons rien à voir. L'islam, c'est une affaire secondaire par rapport à la culture, par rapport à l'homme. Chaque homme a sa religion. Et le problème religieux qui fait beaucoup de mal actuellement, simplement, on ne peut pas s'en débarrasser parce que l'homme est pétri de religiosité. Seulement, il faut gérer les faits religieux. Et comment gérer les faits religieux? L'anthropologue doit se pencher surtout sur la gestion du fait religieux.
et non pas sur le prosélytisme. Le prosélytisme est la plus grande catastrophe qu'on puisse avoir. Quelqu'un qui vient vous dire « ma religion est meilleure que la vôtre », d'abord c'est impoli, et puis c'est incorrect. Donc il faut absolument à la fois contre le prosélytisme et l'anathème. Quelqu'un dit, mais là, vous êtes c'est le mauvais, vous êtes kafir, takfir, anathème. Ni prosélytisme, ni anathème. Et il faut s'adresser à un païen, par exemple, comme un bouddhiste, lui dit, de grâce, restez bouddhiste, car votre bouddhisme peut me servir et peut m'enrichir. La différence d'une richesse a toujours été une richesse. Vous voyez donc les décorations, la maison, l'appartement, oui, bien sûr, il faut de l'argent, souvent et aussi toujours de l'argent qui compte. Chez les Carthaginois étaient des commerçants, ils avaient donc une monnaie d'or, avec voilà, une pièce d'or de Carthaginois. Et au début, ils préféraient toujours, avec les peuples avec qui ils commerçaient, ils préféraient le troc. Parce que le troc, il n'y a pas de... Tandis que l'argent, il y a toujours le risque d'agiotage ou de mauvaise utilisation de métal. Alors, ou le troc, ou alors l'or au poids. Non pas comme moi, parce que là, c'est déjà la monnaie fiduciaire. C'est-à-dire une monnaie qui est reconnue, dont la valeur est reconnue par l'autorité. Or, l'autorité peut jouer sur le compte, la valeur, etc. S'il vous plaît. Là, évidemment, nous sommes dans le monde de Tophet. Chaque fois qu'on parle au Carthage, on parle de Tophet. Et souvent, les guides continuent, que Dieu leur pardonne, ils continuent à raconter l'histoire du sacrifice des enfants. Alors qu'en réalité, ça n'a jamais eu lieu. Les Carthaginois ne sacrifiaient pas leurs enfants. Ils faisaient des sacrifices aux dieux pour garder leurs enfants. Car les Carthaginois, s'ils sacrifiaient leurs enfants, c'était mortel pour eux, parce que d'abord, c'était des petites familles. Vous savez, il n'y avait pas de clan à Carthage, il y avait la famille nucléaire, le père, le fils et un ou deux enfants. Nous pouvons maintenant le savoir à partir du texte, à partir de beaucoup d'informations, d'inscriptions. Ici, sur le Tophet, c'était un sanctuaire à Salammbô, un sanctuaire où on se rendait quand on a une prière à adresser à la divinité. Quelqu'un qui voudrait réussir au bac, il va au Tophet, fait une prière, et ses parents peuvent même éventuellement faire une petite fête pour rendre hommage à la divinité en vue de réussir. Ça se passait exactement comme dans certains temples chinois où on voit ces petites, disons, morceaux d'étoffe qu'on noue. Même chez nous, au Maghreb, il y a beaucoup d'ailleurs, c'est la dendrolatrie. La dendrolatrie, c'est le culte des arbres. On fait un vœu et on fait un nœud. C'est le contrat entre la divinité et celui qui fait. Ici, c'est le Tophet, donc avec des stèles, avec. Si vous allez à Carthage, vous pouvez toujours voir ces choses-là. Nous n'avons pas malheureusement le temps de. Là, c'est le temps. Alors, c'est extraordinaire. Vous savez, vous voyez, regardez par exemple cette petite chapelle au milieu, carrée. Et cette forme carrée, elle est très ancienne déjà en Mésopotamie. La notion du carré ou du cube est une notion extrêmement fréquente dans le monde des religieux, surtout dans la construction du temple. Et c'est ce qu'on a à la Kaaba. Kaaba, c'est le cube. Kaaba, voyez-vous. Donc, tout est lié. On n'a rien inventé depuis la nuit des temps. En tout cas, depuis le néolithique, les jeux sont faits. Il n'y a plus rien. On ne fait que des variations sur le thème. On croit avoir... Parce qu'au début, on a commencé par gratter la terre avec une planche pour planter, pour semer. Maintenant, on utilise des tracteurs ou des machines très sophistiquées, mais le principe est le même. La construction ancienne, partout, si vous réfléchissez, vous ne trouvez absolument rien de neuf, mais il y a des variations sur le thème, comme en musique. Bien entendu, il y a le morceau essentiel, puis ensuite on peut broder dessus, inventer. C'est utique ou c'est Hein? C'est utique.
Non, ça c'est Kirkwan. Kirkwan, nous avons à Kirkwan le plus grand temple phénicien. Parce que nous connaissons les temples par les textes phéniciens, mais on n'a pas une architecture, une articulation, si vous voulez, le podium, la cella, là où se trouve la statue divine, et puis ensuite des chapelles qui s'associent au grand temple. Il y a le grand temple et autour des chapelles. En 1842, le consul de Bretagne passa du côté de Douga. Il fit détruire le mausolée pour enlever l'inscription bilingue. Elle était bilingue, elle est berbère punique. C'est l'une des rares inscriptions bilingues de notre patrimoine. Elle se trouve au British Museum. Nous avons d'ailleurs, on peut parler d'un patrimoine en exil. On peut parler de la migration du patrimoine. Pour faire un euphémisme, la migration du patrimoine. Alors, nous, par exemple, le jugement peut être évidemment très difficile parce que, en fait, c'est une chance que ces gens-là ont pu récupérer ces choses-là. Autrement, ça aurait été passé dans le four à chaud. Voyez-vous, il disparaît complètement. Et puis ensuite, on est un peu malheureux. Donc on est à la fois heureux et malheureux. Heureux parce que le monument n'a pas disparu, malheureux parce qu'il se trouve en exil. Et comment faire? Au moins avoir, je crois, on peut maintenant au moins demander un inventaire. Pas le retour, nous ne sommes pas encore en mesure de recueillir vraiment le retour. Hein. Il faut être vraiment très, très clair et très net. Mais au moins savoir ce que nous avons au British, ce que nous avons au Louvre, pour pouvoir éventuellement, nos chercheurs puissent faire aussi, faire de recherche et savoir que pour tel sujet, ils peuvent avoir documents là qui sont déposés, etc. Et après tout, je crois qu'une attitude de trop nationaliste ne sera pas, à mon avis, très souhaitable. Il faudra, au contraire, il faudra de plus en plus développer cette notion de patrimoine commun, le patrimoine méditerranéen commun. Nous avons une romanité commune. Nos ancêtres ont parlé latin. Et d'ailleurs, nous allons maintenant passer au monde romain. Voici le théâtre de Douga. Et ce théâtre-là, vous pouvez le trouver dans n'importe quel pays de Méditerranée. C'est un patrimoine commun. Et ce ne sont pas les Romains, ce qu'on appelle les Romains, c'est comme les Arabes. Il n'y a pas d'Arabes. Il y a des arabisés, des arabophones, mais les Arabes sont très rares. Il est encore maintenant impossible. Personne ne peut prétendre et prouver qu'il est d'origine arabe. Mais on est méditerranéen. Et la Méditerranée, ça c'est une réalité. Et par conséquent, si nous arrivons, il y a maintenant beaucoup de gens qui parlent de Méditerranée, si nous arrivons à faire admettre la notion de patrimoine méditerranéen commun, nous pouvons peut-être contribuer à construire un monde meilleur, de rapport, de dialogue interculturel, sans lutter ou sans exclure les spécificités, chercher ce que nous... Quand vous trouvez une mosaïque en Algérie, à Timgad par exemple, et vous mettez autour de cette mosaïque un Tunisien, un Algérien, un Marocain, et puis un Polonais, un Portugais, un Espagnol, un Français, un Italien, tous ces gens-là vont dire, mais ça c'est notre patrimoine. Voyez-vous? Donc il faudra chercher un moyen pour que les Méditerranéens puissent prendre conscience de leur méditerranéité et construire ensemble un monde comme ils l'ont fait. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient le faire. Ils l'ont fait à l'époque romaine, à l'époque punique. Il y avait les Carthaginois, enfin les Puniques, qui étaient en Espagne, en Sicile, en Sardaigne, et il y avait un patrimoine énorme de langue punique dans tous ces pays-là. L'Espagne est un pays où les choses phéniciennes sont extrêmement importantes. Il remonte. En Espagne, on a des choses puniques qui datent de 1110 avant Jésus-Christ. Gadès, c'est une ville phénicienne fondée en 1110 avant Jésus-Christ
Et d'ailleurs, son nom, c'était Gadès, c'est une forme déformée de Cadix, ou Cadix, c'est une forme de Gadès, alors que nous avons sur les monnaies de Gadès, les monnaies phéniciennes, Gadir. Gadir, c'est le mot exactement qui est Jidar. La ville s'appelle Jidar, mur par ce qu'on appelle la métonymie, c'est-à-dire la partie pour le tout. Une ville fortifiée entourée d'une muraille, on l'appelle Jidar. Voyez-vous? Et ensuite, le phénicien et l'arabe sont deux langues sœurs. Étudier le phénicien, c'est enrichir la langue arabe. C'est faire le dictionnaire étymologique de langue arabe. On ne l'a pas fait encore. C'est une honte pour les arabophones et pour les spécialistes de la langue arabe. Toutes les grandes langues ont un dictionnaire étymologique et un dictionnaire historique, sauf la langue arabe, qui n'a pas pu rester au niveau de Manzour, l'islam arabe. Voyez-vous? Vous voyez, voilà ce qu'il faut, si on veut vraiment faire de l'arabité, il faut d'abord s'occuper de la langue. Et surtout, lire les trésors de la langue arabe une lecture ciblée. Que signifie une lecture ciblée? Vous êtes des médecins, des Tunisiens qui sont des arabophones, médecins. Eh bien, s'ils veulent décrire quelque chose, ils ne trouveront pas la terminologie nécessaire. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils fuient l'enseignement en langue arabe. Parce que la terminologie, il y a bien entendu la terminologie récente, mais encore faut-il d'abord chercher ce qu'il y a dans les livres comme matériaux linguistiques en matière de médecine. Ça, c'est ce qu'ont fait les Européens quand ils ont fait le retour aux sources. Le retour aux sources, c'est prendre l'œuvre et l'exploiter. Ceux qui cherchent la terminologie pour la médecine, les autres pour l'architecture, les autres pour les couleurs, les autres pour le costume, actuellement dans le théâtre tunisien ou le cinéma arabe. Vous avez une scène de l'époque aghlabite, par exemple, du 9e ou 10e siècle. On habille les gens, chacun à sa manière, sans aucune recherche. C'est de l'imposture. Quand on vous montre quelqu'un habillé, soi-disant, à la manière du 9e siècle. Parce qu'ils n'ont pas fait de recherche. On peut, dans les textes, retrouver la manière dont les gens s'habillaient. C'est comme ça que les autres ont fait. Voyez-vous? Donc, vous voyez l'importance de la culture et de l'histoire et de l'épistémologie. Pas de science sans épistémologie. Là, ça c'est. Vous avez ici, vous êtes à Carthage, c'est avec terre d'Antonin. Terre d'Antonin, il ne reste pas grand-chose à Carthage. Elle a été tellement détruite, déjà abandonnée depuis le 7e siècle avec la conquête arabe, puis ensuite, bien entendu, il y a des colonnes qui se trouvent en Espagne, qui sont pignées de Carthage. Il y avait un commerce, on a même trouvé les prix d'une colonne de tel calibre, de telle chose, dans les livres, dans les manuscrits. Il y a tout un commerce qui se faisait en Méditerranée. S'il vous plaît. Aqueduc, bien entendu, l'eau est un grand problème. Et les terres d'Antonin, il a fallu faire venir l'eau de Zagouan pour pouvoir alimenter les piscines des termes. Et puis ensuite, on en a profité. Donc, c'est un monument absolument extraordinaire qui arrive jusqu'à Carthage, de Zagouan jusqu'à Carthage, pour arriver il y a un monument qu'on appelle le citerne de la Malga. Malga. Les malgues, pour l'eau se concentre là-bas, ensuite des distributions avec des canaux, s'il vous plaît. Voici à Bagdad. Maintenant, c'est ces pays qui sont dits sous-développés. C'était des villes les plus importantes de l'époque, à l'époque romaine. Alors la question est de savoir comment est-on passé d'une ville importante. Vous savez, j'ai trouvé à Bagdad, chez les historiens, bien d'autres historiens ont travaillé avec moi, avant moi, on a une des plus anciennes associations des jeunes
à Maktar avec les noms des adhérents, les noms des membres du bureau, l'âge, etc., etc. Et sur une pierre, on a toute la liste des participants. Et puis ensuite, la réalisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un grenier, ils ont fait ceci. Les jeunes, ils défendent leur ville contre le brigandage, etc. Elle est visible à Maktar. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'au fond, cela doit nous donner encore, vous savez, la science archéologique, c'est une science d'espoir. C'est-à-dire qu'on dit, ça a été fait, il faut arriver à la conclusion, il n'y a aucune raison pour que nous ne le fassions pas. Puisqu'ils ont fait, on l'a fait déjà avant. Ici, c'est une maison souterraine. Vous savez, une maison souterraine à Bulla Regia. Parce que les maisons à Bulla Regia ont un étage pour l'hiver et un étage pour l'été. En été, on va en bas. Il y a des mosaïques, c'est des merveilles et uniques pratiquement. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est au fond une variation sur le thème de ce qu'on appelle aujourd'hui les matmata. C'est-à-dire les troglodytes, parce que les troglodytes sont deux types. Il y a ceux qui creusent leur maison perpendiculairement à la paroi rocheuse et ceux qui vont en profondeur. Ils font un puits, puis ensuite dans les parois du puits, ils ouvrent les pièces. Ici, c'est le même thème, alors à l'époque romaine. Donc, c'est une romanité. Oui. On peut finir comme vous voulez, madame. Évidemment, vous êtes tombé sur un historien et un historien bavard. Voyez-vous. Voilà. On va passer très rapidement. Allez-y, voilà une mosaïque qui raconte l'histoire d'Ulysse. Donc, ça, c'était important. C'est la culture des gens. Les gens savaient Homère. Ça veut l'Odyssée. Et donc, ils ont reproduit ce qu'on appelle d'ailleurs la trace de la trace. Parce que l'Odyssée d'Homère est une trace, et la mosaïque est la trace de la trace. Carthage, c'est une trace. Salammbô de Flaubert est la trace de la trace. Eh bien, nous, les Arabes, d'une façon générale, monde arabe, on n'est pas encore fécondable. C'est-à-dire que notre patrimoine ne nous féconde pas. Nous ne créons pas à partir de notre patrimoine. Et donc, il y a une question de fécondité. Carrefour, la culture, le produit d'un mariage. Il faut savoir se marier, savoir recevoir. C'est beaucoup plus difficile que de donner. Donner, c'est simple. Recevoir, d'ailleurs, même en matière de diplomatie et de politique en général, recevoir, c'est le plus difficile. Même recevoir un prêt. Savoir recevoir un prêt n'est pas donné à tous les peuples. Et donc, il y a la politique de savoir recevoir. Voilà une autre mosaïque à chasse. Et bien entendu, la beuverie, le vin, on est servi par ces esclaves. Et puis ensuite, il y avait une inscription en grec, d'ailleurs, qui dit bonne santé, etc. Allez-y. Et puis ensuite, la culture. Virgile, c'est une mosaïque qui est trouvée à Sousse. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que cette ville de Sousse était une ville de lettrés. Parce qu'on a trouvé aussi une maison qu'on appelle la maison du poète, avec un poète en train de réfléchir, etc. Ici, vous avez bien sûr l'ecclésia, les religions, toujours présentes. La religion est inséparable de l'homme. Donc, on a une église et il y a aussi la synagogue. Vous savez, l'histoire de la Turquie, souvent on parle guère de la judaïcité. La judaïcité a un fond maghrébin très ancien que remonte. On a trouvé à Carthage, dans une tombe carthaginoise, une bague avec une inscription paléo-hébraïque du 7e siècle avant Jésus-Christ. D'où le contact. Et ça fait partie de notre histoire. Il y a eu une judaïsation. Même des tribus arabes ont été judaïsées. On ne le dit pas souvent. Par conséquent, il faut maintenant, il est absolument à mon avis, impensable de faire une histoire de la Tunisie, par exemple, sans qu'il y ait un chapitre
pour la judaïcité qui a joué un rôle absolument extraordinaire dans l'élaboration de notre civilisation, de notre culture. Et voilà, maintenant, cette mosaïque est aussi extraordinaire parce qu'elle représente le mort au paradis. Si vous lisez, il y a des versets coraniques, c'est les متكئين على الارائك يطوف ولدان مخلدون. Voici le verset coranique bien avant le Coran. Mosaïque à Sfax, trouvée, elle date du 3e siècle après Jésus-Christ. Voyez-vous, elle se trouve au musée de Sfax actuellement. Suivant, nous allons passer rapidement Kéron au 19e siècle. Voici le paysage humain de Kéron au 19e siècle. S'il vous plaît. Puis ensuite, la mosquée de Kéron du 9e siècle, à l'époque de David, avec la cour de la mosquée, voyez-vous, s'il vous plaît, rapidement, la salle de prière, puis ensuite la mosquée des 3 portes. Voyez-vous, parce qu'au fond, le Christ se trouve, en gros, on peut le résumer, Carthage, avec ses différentes facettes, et Kéron. Donc, pendant plusieurs années, pendant presque une vingtaine d'années, je faisais une émission à la radio. Vous savez, une vingtaine d'années, c'est extraordinaire quand j'y pense. De Carthage à Kéron. Et ça n'a jamais cessé, parce qu'au fond, ça ne finit pas. À chaque fois, on trouve quelque chose. Alors, les bassins interdits, bien entendu. De l'eau. Bon, maintenant, c'est de Ribat, la mosquée dessous, c'est du monastère, pour cette arabité islamique très importante. Et souvent, on constate que la main qui a disons, élevé, qui a maçonné ces édifices, c'est des mains berbères, autochtones. Parce qu'on trouve ce qu'on appelle l'opus africanum, qui date de l'époque romaine, et seuls les artisans qui ont été formés à l'époque antique, qui étaient capables de construire ces édifices avec cette technique architecturale qui est typiquement africaine et qui a été diffusée dans l'ensemble de la Méditerranée. Des fleurs pour vous souhaiter bonne En nom de Madame Zarro, présidente de l'AFC de ce symposium, et en votre nom à tous, on ne s'en lasse jamais d'écouter M. Fante, même s'il a dit on est bavard. Moi, je vous écouterai jusqu'à minuit, mais je ne sais pas si les autres partagent ça. Et donc, au moins, avec vous, on sait que nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. On est en Afrique. Nos ancêtres, les Gaulois, en Afrique. Mais au moins... Bien que nous fussions des grands amis avec le Gaulois. Oui, oui. Hannibal a pu faire traverser des Alpes grâce aux Gaulois. Donc, je passe sur votre présentation la parole tout de suite en officialité au professeur Nabil Ben Salah, qui représente le ministre, au nom du ministre de la Santé publique, pour nous clôturer cette cérémonie d'ouverture. Merci beaucoup. C'est un grand honneur qui me soit aujourd'hui de pouvoir partager avec vous l'ouverture de cette journée scientifique dédiée au cancer de thyroïde. Et après cette merveilleuse présentation qui nous a fait beaucoup rêver, professeur Fanta, qui vous a encore plus ancré dans nos origines, j'espère que toutes les présentations scientifiques, toutes les données récentes concernant la prise en charge du cancer de la thyroïde sauront être reçues, puisqu'il y a une capacité de recevoir qu'il faut dégager. Et donc, sans plus tarder, je vais vous souhaiter la réussite de cette journée scientifique qui va certainement vous amener à proposer un consensus thérapeutique qui, je l'espère, sera partagé entre les chercheurs français et maghrébins pour qu'on puisse avancer très rapidement dans la prise en charge de cette pathologie. Comme vous le savez, les cancers, quand même en Tunisie,
représente un poids assez important puisque nous avons environ 12 000 nouveaux cas par an et je pense que les maladies non transmissibles d'une manière générale représentent une priorité de la recherche et de la prise en charge en publicité. Merci beaucoup et je suis très heureux que les éminents invités étrangers soient parmi nous, aussi bien français que maghrébins, pour nous faire partager leurs expériences. Au revoir. Donc, pendant 5 minutes, en 5 à 10 minutes, notre ami, cher ami, le Dr Mohamed Ben Ali, qui travaille à l'IBR avec le professeur Martin Schoenberger, il va peut-être nous éclairer sur cette belle initiative, n'est-ce pas, et cette collaboration. Ok, moi j'ai retenu aussi un message du Dr Kantar, c'est il faut revenir aux ressources. Et j'ai une demande imminente de mon confrère et cher ami, professeur Guerrero de Libye, pour parler un tout petit peu en arabe. Donc je m'excuse professeur Schlomberger, je m'excuse Christian Fossé. Je vous remercie déjà pour votre venue en Tunisie. نحب نتوجه بكلمة توا بالعربي لزملائي والكونفرير نتاعي التوانسة. نحب نشكر سي نبيل بن صالح ممثل الوزارة. نحب نشكركم الكل على الحضور والانتريه اللي تعطيوها للجمعية هذوما، ونحب نشكر لاسوسياسيون اللي توا ولات من تقاليدها اللي هي تعمل دي زيفينمون كيما هكا. نحب نعطي سبيسيفيسيتي خاصة بالإيفينمون هذايا. علاش؟ سي سبيسيفيك سي بور لا بريمير فوا. اول حاجه سي دي رونكونتر فرانكو مغربيين اللي باش يهزونا دي ريكومونداسيون ولا دي ديريكتيف باش نعملوهم حسب الوضعيه نتاعنا في البلدان نتاع المغرب العربي. جانسيست ونقول اللي الحين باش تكون بلدان المغرب العربي، والحيت باش نتكلم بالعربي على خاطر وحدنا بروفيسور غريو اللي وعدته اللي يكون ثم دي كوميونيكاسيون بالانجلي وبالعربي، على خاطر اليوم في المغرب العربي اذا ما وحدناش المجهودات نتاعنا وما خدمناش اون ريزو on ne pourra pas باش نوصلوا للمودرنيتي اللي حكي عليها، باش on fait la modernisation de notre médecine en retournant aux ressources et en travaillant au réseau ان شاء الله مع بعضنا. بالطبيعه بالاحتكاك والإشانج يكون في لي دو سونس ما بيننا وما بين لي كوليغ لي كونفرير اللي في اوروبا ولا في العالم الكل. حبيت نزيد ننسستي على حاجه اخرى اليوم اللي راهو ريتور الريسورس يعطينا يخلينا نستشرف ولا نلقاو حلول للحاجات اللي كنا نسخيبوها تتحل كان بالماديات. راهو اليوم في الكونسيرولوجي علاش اخترنا التام الميديسين نيكليير ولا الكونسيرولوجي، العالم قاعد يعرف في تغيير كبير برشا، واذا ما وكبناش التغيير هذايا رانا مش نوخروا. هذايا ما عندوش حتى علاقه بالكفاءه. احنا اطبائنا في المغرب العربي والحمد لله كلهم اكفاء، لكن المنظومات نتاعنا بيتاتر بقات ما وكبتش التطور اللي لازمها تواكبه. واليوم الكلنا مع بعضنا لازمنا نعرفوا اللي هو عمل جماعي. نحبوا ناخذوا ليكزامبل اللي قدامنا الناس اللي سبقتنا شويه ما همش خير منا، لكن اذا ناخذوا الكان تاع فرنسا فور اكزومبل في اللي كان تاع الكونسير والايام هذه اللي نظمناها تاع التيرويد، ما نتكلموش على دي ريكومونداسيون في فرنسا ولا ريفيرونسيال فرنسا، نتكلموا على ليطار باش يواجهوا ديجا لاطار. انتم تفهموا فيا لي كوليك بيتاتر دي مو تكنيك، لكن احنا اليوم زاد بيتاتر في المغرب العربي الشوا لازم يكون الشوا نتاع توحيد المجهودات ما بيناتنا باش نجموا نمشيو خطوه مع بعض. وبارك الله فيكم على الحضور، ان شاء الله يعجبكم. En votre nom à tous, donc je vous remercie tous d'être présents et selon les recommandations, puisqu'il parle de recommandations de la présidente, on passe à la pause café pour entamer la première séance dans une demi-heure, maximum une demi-heure. 20 minutes.